Bushra Junaid est artiste, commissaire d'exposition et auteur. Née à Montréal, élevée à St. John's et installée actuellement à Toronto, elle consacre sa carrière à explorer l'histoire, la mémoire et l'identité culturelle, particulièrement celle de la diaspora africaine du Canada atlantique. Ses œuvres ont été exposées à travers le Canada et elle a été la commissaire de nombreuses expositions, dont celles présentées au musée provincial The Rooms et à la galerie Eastern Edge. Elle a écrit et illustré The Possible Lives of W.H. Seller, a collaboré à la rédaction de Future Possible, an Art History of Newfoundland and Labrador et a illustré Nana's Cold Days. Bushra Junaid a accordé une entrevue au site web du patrimoine de Terre-Neuve et Labrador en mars 2023 depuis sa résidence de Toronto. Nous avons commencé la conversation avec la question suivante. En 2016, vous avez été l'organisatrice et la co-commissaire d'une exposition innovante intitulée Newfoundlands, Exploring Historical and Contemporary Connections Between Newfoundland and the Caribbean Diaspora, présentée à la galerie Eastern Edge. À l'époque, il s'agissait du plus grand regroupement d'artistes afro-caribéens jamais organisé dans l'histoire de la province. Qu'est-ce qui vous a incité à réaliser ce projet? Le but du projet Newfoundlands était de rendre hommage à l'histoire de ma mère et de ma famille établie à Terre-Neuve et Labrador depuis 50 ans. Ma famille a déménagé à Terre-Neuve à la fin des années 1960. Ma mère est originaire de la Jamaïque, mon père était du Nigeria. Je tenais à rendre hommage à cette histoire et à essayer de comprendre ma relation compliquée avec ce lieu en tant que Canadienne de la deuxième génération. Et je voulais aussi amorcer un dialogue critique à propos de l'histoire des Noirs et des Caribéens et de leur présence à Terre-Neuve et Labrador du point de vue de la diaspora africaine, et montrer les liens qui existent entre l'île de Terre-Neuve et les îles et les peuples des Caraïbes, et créer des possibilités de construire dans le futur des liens plus profonds et des relations. Ce projet consistait à retracer des histoires méconnues et, en le réalisant, j'ai vraiment développé un sentiment d'appartenance plus profond pour ce lieu. Cette exposition explorait le concept de l'Atlantique noir élaboré par Paul Gilroy, sociologue britannique noir et spécialiste en études culturelles. Ce concept réfère aux contributions des personnes d'ascendance africaine aux cultures et aux sociétés modernes à travers leurs implications variées dans la circulation des bateaux, des marchandises, des personnes et des idées entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. La diaspora africaine ou l'identité noire, de même que sa culture et sa pensée, ont réellement façonné et été façonnées par la migration transatlantique, forcée ou non, pendant des centaines d'années, et à son tour, la culture de la diaspora africaine a transformé la musique, la langue, la pensée sociale et politique, ainsi que le paysage culturel et culinaire des deux côtés de l'Atlantique. Il s'agissait aussi de montrer le rôle de Terre-Neuve et Labrador dans cette histoire. Et j'ajouterais que l'exposition était aussi une réflexion sur Vertigo aussi, une installation vidéo à 3 canaux de l'artiste anglo-ghanéen John Akomfra. Ces deux événements ont d'ailleurs été présentés parallèlement. Dans Vertigo aussi, Akomfra juxtapose des images de la vie marine provenant des archives et d'autres images tournées plus récemment. Des voix hors champ lisent des textes de la littérature classique et des récits contemporains de la migration dans le but de présenter un conte épique relatant la relation de l'humanité avec la mer et le rôle de celle-ci dans l'histoire de la chasse à la baleine, de la migration, des conflits et de l'esclavage. Je m'inspire donc de certains thèmes de son œuvre et de thèmes relatifs à l'histoire de Terre-Neuve et Labrador pour former un tout cohérent. La traite transatlantique des esclaves s'est étendue du 16e au 19e siècle.
Quelques 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants africains ont été enlevés et réduits en esclavage. Ils ont été transportés dans des conditions horribles, dans des cales de bateaux lors d'une traversée appelée le passage du milieu, au cours de laquelle beaucoup d'entre eux ont péri. Ces Africains ont emporté avec eux leur histoire, leurs souvenirs, leur langue et leur culture jusqu'aux entre guillemets Nouveaux Mondes. Terre-Neuve et Labrador, comme d'autres communautés le long de l'Atlantique, étaient impliqués dans ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Des bateaux expressément construits à cette fin, à Terre-Neuve, mettaient le cap sur l'Afrique de l'Ouest chargés de cargaisons de rhum et de diverses marchandises qu'on allait échanger contre des prisonniers africains. Ces bateaux ramenaient ensuite les prisonniers qui étaient vendus à des propriétaires de plantations des Amériques, de l'Amérique du Nord et du Sud et des Caraïbes. Ces bateaux ramenaient ensuite le fruit du travail des esclaves, des produits tels que le coton, la canne à sucre, le rhum et la mélasse, à Terre-Neuve et Labrador, en Europe et sur d'autres marchés. Aussi, les propriétaires d'esclaves caribéens étaient d'une importance capitale pour l'économie en développement de Terre-Neuve et Labrador, puisqu'ils achetaient la morue salée ou le poisson salé de piètre qualité, qu'on appelait aussi poisson de rebut ou poisson de la Jamaïque, pour nourrir leurs esclaves contraints aux travaux forcés. En 1791, un débat sur l'abolition éventuelle du trafic des esclaves a eu lieu au Parlement britannique et les membres du Parlement ont été avisés que l'industrie de la pêche de Terre-Neuve et Labrador risquait de s'effondrer si l'on cessait l'envoi de ces immenses quantités de poissons de qualité inférieure destinés aux esclaves des Antilles, du poisson considéré comme inadéquat pour les autres marchés. Le trafic des esclaves a fini par être aboli en 1807 dans l'Empire britannique et l'esclavage lui-même a été aboli en 1834. Le commerce triangulaire a vraiment eu une influence durable sur l'alimentation, la culture et les traditions des Terre-Neuviens et Labradoriens, ainsi que celles des Caribéens. Ils mangent du poisson salé encore aujourd'hui. Les Terre-Neuviens mangent du fish and brews. Les Caribéens mangent du chou et un légume appelé kalalou ou gombo. Ils aiment aussi l'aki, un fruit qui pousse dans un arbre originaire d'Afrique de l'Ouest. Le plat national de la Jamaïque, par exemple, est composé d'aki et de poisson salé. À l'époque, le poisson salé provenait des eaux de Terre-Neuve et était préparé avec de l'oignon, de l'ail, des piments forts et différentes herbes. Voilà un exemple de la cuisine fusion du Nouveau Monde où, vous savez, des nouveaux plats qui ont été créés dans la foulée de ces événements. Les Terre-Neuviens aiment le screech, un rhum jamaïcain, et de nombreux Terre-Neuviens et Labradoriens se souviennent d'avoir eu à la maison un baril de mélasse servant à divers usages, médicaments, repas, etc. Tout cela a eu lieu grâce à ce type de système commercial. On peut aussi déceler des similitudes au niveau du langage et des récits. J'ai créé cette œuvre en utilisant une photo d'archive datant de 1903 qui montre des ouvrières travaillant dans une plantation caribéenne de canne à sucre. J'ai fait sur les vêtements des femmes, on voit deux femmes en particulier sur cette photo, un collage d'annonces de journaux datant de la même époque que j'ai trouvé dans les archives du journal Evening Telegram. Ce sont des annonces de sucre, de mélasse et de rhum. Ce travail m'a permis de situer ces femmes et leur travail dans le contexte historique plus vaste du commerce international et des produits de consommation de base qui a soutenu l'esclavage dans les Caraïbes et ce qui en a résulté. J'ai fait un stéréogramme avec cette photo. Les stéréogrammes étaient utilisés au 19e siècle pour donner aux gens un aperçu de ce qu'était la vie dans d'autres pays. On se rassemblait dans des salons pour voir ces images illuminées par un faisceau de lumière. J'ai présenté ces images de la même manière. J'ai fait des agrandissements grandeur nature que j'ai mis dans un caisson lumineux pour attirer l'attention des spectateurs sur cette histoire. Oui, pour attirer littéralement leur attention sur cette histoire.
Je vois aussi ces photos comme des portraits de famille. Je me sens concernée par le fait que les personnes qui sont sur ces photos sont de la génération de mes grands-parents et qu'elles pourraient effectivement faire partie de ma famille. J'essaie en quelque sorte de montrer le pont intergénérationnel qui relie la période ayant suivi l'abolition de l'esclavage et ma mère née en Jamaïque à la fin des années 1920. Je suis très frappée par l'intensité du regard et la force de la présence des personnes qu'on voit sur ces photos. J'essaie de présenter les œuvres d'artistes contemporains et la façon dont elles recoupent, selon moi, certaines idées que j'essaie de faire connaître à propos du rôle de Terre-Neuve et Labrador. Par exemple, Sandra Brewster présente 3 de ses œuvres dans l'exposition What Carries Us. L'une d'elles s'intitule Heirloom, une autre Dutch Pot et une autre encore Esquibo One. Elles font référence au rhum, au sucre et à la mélasse dans la cuisine caribéenne, ainsi qu'aux traditions culturelles et culinaires qui sont communes avec celles de Terre-Neuve et Labrador. J'ai aussi exposé le travail de l'artiste montréalaise Shelley Miller, qui porte un regard sur l'histoire du sucre. Sur sa palette de couleurs, elle utilise des bleus et des blancs en référence aux céramiques portugaises, espagnoles, hollandaises, françaises et anglaises, au commerce du sucre et aux esclaves qui ont jalonné l'histoire de la colonisation européenne du 16e au 19e siècle. Pour cette exposition, elle a été mandatée pour produire une œuvre intitulée Trade qui résume la place de Terre-Neuve et Labrador dans l'histoire de cette migration et de ces échanges. Camilla Turner crée des œuvres qui s'inspirent de l'afrofuturisme, un courant et une philosophie artistique qui permettent aux Noirs de se projeter dans un futur où leur passé douloureux est pris en compte et où leur humanité et leur contribution sont pleinement reconnues. Dans le cadre de l'exposition What Carries Us, elle présente son Afro-Nautic Research Lab, une idée qui a émergé à partir de l'exposition New Found Lands. Cette œuvre a été produite pour la Biennale de Bonavista de 2019. Elle porte sur 19 bateaux expressément construits pour l'esclavage à Terre-Neuve et Labrador et sur le ballast utilisé pour alourdir ou déplacer ceux-ci au cours de leur traversée transatlantique. J'ai aussi présenté le travail de l'artiste britannique Sonia Boyce. Son œuvre Crop Over commente la signification historique et contemporaine du Festival des récoltes caribéens du même nom tenu à la Barbade. Boyce intègre notamment des traditions culturelles communes aux peuples européens et caribéens. Cela donne lieu, selon moi, à une transformation et à un regain d'espoir. Ça met de la joie dans l'exposition. Ensemble, les œuvres et les objets artistiques des 2 expositions, ainsi que les documents d'archives que j'ai utilisés pour l'exposition au musée de Rooms, offrent en quelque sorte de nouvelles stratégies pour nous inciter à lire entre les lignes des récits historiques tenus pour vrais. Je crois vraiment que pour imaginer un futur, nous devons réellement être confrontés au passé et au présent. Quand j'ai entrepris tout ce travail, dès le début, avant même d'amorcer le projet New Found Lands, j'ai imaginé que les afronautes de l'artiste multidisciplinaire, commissaire d'exposition et éducatrice Camille Turner, atterrissaient à Signal Hill. Cet artiste a imaginé que les afronautes étaient des descendants des Dogons du Mali qui, après avoir voyagé pendant des centaines d'années dans le futur, intervenaient dans différentes parties du pays pour mieux nous faire découvrir le passé et nous aider à regarder cette histoire en face. J'ai donc eu cette vision d'afronautes atterrissant à Signal Hill et à Cape Spear, le point le plus à l'est du Canada et des États-Unis, mis à part le Groenland. Turner a créé cette œuvre qui s'inspire de l'afrofuturisme, un courant et une philosophie artistique qui permettent aux Noirs de se projeter dans un futur où leur passé douloureux est pris en compte et où leur humanité et leurs contributions sont pleinement reconnues.
Sa participation à What Carries Us est née du projet Newfoundlands. Elle parle de 19 bateaux expressément construits pour l'esclavage à Terre-Neuve et Labrador entre la moitié des années 1700 et la moitié des années 1800 par le biais d'un personnage vêtu de blanc qui arrive du futur et qui raconte ses récits avec honnêteté et franchise. Ces êtres d'ascendance africaine examinent le ballast utilisé pour stabiliser les bateaux pendant la traversée des esclaves africains vers le Nouveau Monde. Turner utilise aussi des livres, des textes et des annonces qui parlent d'esclaves en fuite et d'autres artefacts révélant l'implication cachée du Canada dans l'esclavage. Les visiteurs de l'exposition étaient invités à se transformer en chercheurs en prenant place à une table qui faisait partie de l'exposition et où ils pouvaient examiner de près ces artefacts historiques. What Carries Us comprend les œuvres de plusieurs artistes féminines contemporaines. 3 d'entre elles sont canadiennes, Camille Turner, Sandra Brewster et Shelley Miller, et une d'elles est britannique, Sonia Boyce. Cette exposition comprend aussi des objets historiques faisant partie des collections du musée The Rooms, notamment le fût de Rome et la pipe que vous avez mentionnés, et d'autres objets dont un bol, une bouteille de vin, une cruche et d'autres objets du Speedwell, un navire marchand qui a coulé près de Trinité à la fin des années 1700, et aussi le baril de mélasse dont vous avez parlé. Puis il y avait également des échantillons de ballast, une matière utilisée pour alourdir les bateaux, ainsi que les restes de W.H., un marin du 19e siècle, etc. Les objets provenant du Speedwell, par exemple, témoignent du goût de la classe marchande florissante de l'époque. Ce que j'ai voulu montrer, c'est que pendant que les marchands faisaient l'acquisition des choses les plus raffinées au monde, la plupart des Terre-Neuviens et des Labradoriens gagnaient tout juste de quoi vivre en travaillant vraiment dur. Leur vie était misérable. Et les personnes réduites à l'esclavage dans les Caraïbes travaillaient dur dans les plantations. Ils étaient donc tous prisonniers d'un système d'oppression mondiale beaucoup plus vaste. What Carries Us a permis de juxtaposer des vidéos, des techniques mixtes et des œuvres murales ou réalisées à partir de photos avec des objets provenant des collections du musée The Rooms pour évoquer ces liens historiques complexes. Les œuvres et les éléments archivistiques auxquels il faisait référence, rhum, sucre et mélasse, et la cuisine caribéenne rappelaient les traditions culturelles et culinaires communes aux gens de Terre-Neuve et Labrador et des Caraïbes. Les échanges de sucre et d'esclaves qui ont eu lieu pendant la colonisation européenne du 16e au 19e siècle, les bateaux qui ont été construits à Terre-Neuve et Labrador et le ballast qu'on utilisait pour les alourdir, le rôle des Africains qui ont servi comme matelots et finalement la transformation et la fête à travers les traditions culturelles communes aux Européens et aux Caribéens. Je souhaitais vraiment que cette exposition incite les gens à lire entre les lignes des récits tenus pour vrais et à réfléchir à d'autres manières d'investiguer sur l'histoire des Noirs dans la province et sur d'autres récits qui n'ont encore jamais été racontés. J'ai aussi examiné des éléments du matériel archivistique, lettres, testaments, actes notariés, grands livres, publications parlementaires, annonces de journaux, etc., et il m'a vite paru évident que les voix des personnes d'ascendance africaine auxquelles j'essaie d'avoir accès sont rarement présentes dans les archives, particulièrement celles des femmes et des enfants. Je m'efforce d'utiliser les archives pour soulever des questions pour moi-même, reconstituer le passé, aider à imaginer et trouver d'autres solutions pour remplacer ce matériel archivistique traditionnel, pour mieux comprendre des traditions familiales et culturelles, et aussi pour utiliser ma propre imagination artistique et faire en sorte que mes questions m'amènent à retrouver des récits perdus et à trouver un sentiment d'appartenance.
J'ai entendu parler de cette découverte pendant que j'étais en résidence au musée The Rooms à l'automne 2019 pour préparer mon exposition What Carries Us, Newfoundland and Labrador in the Black Atlantic. J'y ai passé environ une semaine en octobre 2019. J'ai été très privilégiée de travailler en coulisses et de voir le contenu de la collection. J'ai passé du temps dans les archives, j'ai parlé aux membres du personnel très généreux du musée et j'ai ajouté aux œuvres de ces artistes féminines contemporaines, 3 d'entre elles sont canadiennes et une d'elles est britannique, des objets provenant des collections du musée The Rooms, comme je l'ai dit, un bol, une bouteille de vin, une cruche, une pipe et d'autres objets du navire marchand Speedwell qui a coulé au large de Trinité à la fin des années 1700, un baril de mélasse, des échantillons de ballast, etc. Mais la révélation la plus étonnante a été portée à mon attention par Wade Greeley, le conservateur du musée The Rooms. Il m'a dit que l'institution abritait les restes de W.H., un matelot noir du 19e siècle qui ont été trouvés sur la côte du Labrador en 1987. J'ai donc intégré certains de ces objets dans l'exposition, un uniforme, une chaussure, un couteau et un sac. Je voulais attirer l'attention sur le rôle que les personnes d'ascendance africaine ont joué dans le façonnement du monde atlantique à travers leurs implications variées dans l'univers maritime, que ce soit sur les navires militaires, les bateaux de pêche, les baleiniers, les traversées sur les corsaires et aussi en tant que bateliers sur le fleuve et traducteurs. Les matelots noirs composaient une partie importante de la marine britannique et de la marine américaine, environ 25%. Et les matelots comme W.H. rapportaient avec eux des nouvelles à propos de la guerre et de la Révolution, les images et les sons d'îles lointaines et des idées sur la démocratie et la liberté qu'ils communiquaient aux Noirs qui travaillaient comme esclaves dans les plantations. Voilà pourquoi je trouvais important d'inclure cela dans l'exposition. J'ai écrit un livre pour enfants sur W.H. parce que son histoire a captivé mon imagination et que j'ai continué à penser à lui longtemps après l'exposition. Je me demandais qui il était, où il était né, où il avait grandi, qui étaient les membres de sa famille, quelle vie il avait menée, comment ce jeune homme noir avait fini ses jours, lui qu'on a trouvé enterré au Labrador. Je savais que je ne trouverais probablement pas réponse à mes questions, mais je sentais qu'il était possible de dresser un genre de portrait de la vie d'un matelot noir à la fin du 18e ou au début du 19e siècle et que ce portrait recouperait le récit historique d'autres matelots. L'un de ces matelots était Oulade Equiano. Cet esclave a acheté sa liberté et s'est impliqué dans la campagne pour l'abolition du trafic des esclaves. Un jour que je travaillais sur toute autre chose, les 2 strophes d'ouverture du livre se sont imposées à moi comme par enchantement et ça m'a interloqué. Je vais vous les réciter. I don't know your rightful name. I don't know from whence you came. All I know is it's a shame that there is no one to claim your remains. I don't know from whence you came. I don't know your rightful name, but it's time that you were laid to rest again. And I was like, where did that come from? Je me disais, mais d'où cela vient-il? Je me suis penché sur le peu que nous savions sur W.H. La chaussure, le couteau, le sac, son uniforme. Je me suis aussi renseigné à travers mes lectures sur la vie des matelots noirs au 19e siècle. J'ai lu l'œuvre de l'historien W. Jeffrey Bolster. Il a écrit un livre intitulé « Black Jacks, African-American Seamen in the Age of Sail » qui relate le vécu de ces hommes et qui tente de montrer ou de complexifier le fait qu'à cette époque, tous les Noirs ne travaillaient pas comme esclaves dans les plantations. Certains d'entre eux, comme W.H., sont partis en mer. Comme pour l'exposition, j'espère sincèrement que les lecteurs de ce livre remettront en cause leur connaissance de ces événements que l'histoire tient pour acquis et que cela les incitera à réfléchir à la manière dont ils peuvent s'interroger ou investiguer sur l'histoire des Noirs dans la province,
de même que sur d'autres histoires qui se sont déroulées ici, mais qui n'ont encore jamais été racontées.